le temps. Aujourd'hui, nous allons amorcer ensemble une quête, celle qui nous permettra de devenir, d'une certaine façon, maître du temps. C'est une quête, je vous préviens, qui sera parsemée d'embûches. Nous les connaissons déjà. Aujourd'hui, nous regarderons bien en face ces obstacles-là et nous les surmonterons, ensemble. Nous devons réussir dans notre quête. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'à ce prix, ce n'est qu'en apprenant à maîtriser le temps que nous parviendrons à profiter de l'instant. Cueillez sans tarder le bouton de la rose, cueillez pendant qu'il en est temps, car pour cette fleur aujourd'hui éclose, demain est déjà d'antan. Merci, Monsieur Pitts. Cueillez sans tarder le bouton de la rose. En latin, on exprime ce sentiment en disant « carpe diem ». Qui en connaît la signification? Carpe diem, c'est saisir le jour. Bravo, monsieur. Mix. Mix, un autre nom inusité. Saisir le jour, saisir l'occasion. Cueillir lorsque l'occasion se présente. Pourquoi l'auteur a-t-il écrit cela? Parce qu'il était pressé. Non! Ding! Merci quand même d'avoir participé. Parce que nous sommes de l'engrais pour vers de terre. Parce que pensez ce que vous voulez, seulement personne n'en échappe. Tous autant que nous sommes, nous cesserons un jour de respirer, nous nous refroidirons et nous mourrons. J'aimerais que vous vous approchiez un peu et que vous regardiez attentivement ces vieilles photos. Vous êtes passé devant très souvent, mais je ne crois pas que vous les ayez examinées de près. Au fond, ils ne sont pas si différents de vous, non? Même coupe de cheveux, plein d'hormones, tout comme vous. Invincibles, comme vous vous sentez. Le monde leur appartient. Ils croient qu'ils sont destinés à de grandes entreprises, tout comme beaucoup d'entre vous, leurs yeux brillent d'espoir comme les vôtres. Alors, auront-ils attendu qu'il soit trop tard pour accomplir ne serait-ce qu'un iota de ce dont ils étaient capables? Parce que, voyez-vous, messieurs, ces gars-là passent leur temps à fertiliser les jonquilles maintenant. Avant qu'il ne soit trop tard, accomplir ne serait-ce qu'un iota de ce dont nous sommes capables. C'est là notre mission. Et dans notre mission, nous suivrons les traces de Pepita. Voici Pepita. Pepita enseigne l'espagnol depuis quelques années déjà. Elle est toujours aussi enthousiaste qu'à ses débuts. Elle prend soin d'elle. Elle adore son métier. Et malgré ses années d'expérience, elle continue de se remettre en question, de toujours chercher à améliorer sa pratique. Pour Pepita, un cours n'a jamais vraiment de version définitive. Il peut toujours être bonifié d'une quelconque façon. Ainsi, d'une mouture à l'autre d'un même cours, elle prend soin de noter ce qui a fonctionné et aussi de relever ce qui a peut-être moins bien fonctionné et surtout de savoir pourquoi. Bref, loin de stagner, Pepita va de l'avant. Elle a de bonnes idées. Toutefois, en dépit de ses habituelles remises en question et des bonifications qu'elle tente d'apporter à ses cours, il arrive que Pepita ressente une certaine insatisfaction, pour ne pas dire une insatisfaction certaine, en sortant d'une rencontre avec ses étudiants, voire au terme d'un trimestre. En marge de ce qui lui a plu dans son cours, elle songe à ce qu'elle aurait aimé faire avec le groupe, à ce qu'elle aurait pu faire si elle en avait eu le temps. Pepita est aussi agacée par un autre aspect de son enseignement, celui de l'attention qu'elle peut accorder individuellement à chacun de ses étudiants lors d'une rencontre en classe. Comme tout professeur de langue étrangère, Pepita souhaiterait que son groupe classe soit de petite taille, disons pas plus d'une dizaine d'étudiants, de façon à ce qu'elle puisse donner à chacun la rétroaction qu'il requiert. Malheureusement, nous savons tous que la réalité est tout autre. Au moment de déterminer la taille d'un groupe classe, ce ne sont certes pas les critères pédagogiques qui s'imposent. En conséquence, les groupes de Pepita comptent
bien au-delà de 30 apprenants, ce qui rend très difficile l'interaction entre la professeure et chacun des étudiants. Typiquement, la classe de Pepita a cet aspect. Les étudiants, disons, les plus motivés, ainsi que les plus doués, occupent habituellement les pupitres des premières rangées. Ceux-là ont l'habitude d'intervenir en classe. À l'opposé, les étudiants les moins intéressés, et aussi peut-être les plus craintifs, iront occuper les pupitres de la dernière rangée. Ceux-là craignent souvent d'avoir à intervenir en classe de peur du ridicule. La majorité des apprenants se trouvent au centre de la classe et présentent un mélange d'enthousiasme et de réticence. Afin de favoriser les interactions entre ces apprenants, Pepita a bien essayé de modifier la disposition des tables. Cela a eu comme effet d'encourager les étudiants à collaborer en petits groupes, certes, mais le problème principal demeure entier. Pepita ne peut être partout à la fois. Faute de temps, ces interactions individuelles ne se font pas avec tous les étudiants. Elle n'a pas le temps de rejoindre tous les étudiants lors d'une rencontre en classe. Et ce manque de temps, cette frustration, indispose Pepita parce qu'elle souhaiterait faire mieux. Elle est certaine qu'il doit bien exister une façon de faire mieux. Pepita et moi, nous sommes très proches et elle se confie souvent à moi. Il y a quelque temps, nous sommes allés prendre un café ensemble et cette journée-là, ça n'avait pas l'air d'aller. Elle m'a parlé de son cours de cette semaine-là qui lui avait laissé comme un arrière-goût amer. Le cours portait sur un verbe espagnol, le verbe gustar. Il s'agit d'un verbe qu'on utilise pour exprimer ce qui nous plaît. Par exemple ici, Alfredo Arias, qui sur Twitter est connu comme Minipunk, nous dit « A mí, me gusta mi trabajo ». Littéralement, « Mon travail me plaît ». Les séances hebdomadaires de Pepita avec ses étudiants durent 3 heures, en fait un petit peu moins si on soustrait la pause café. Alors, le déroulement de la rencontre de cette semaine-là sur le verbe gustar est assez représentatif des rencontres en classe entre Pepita et ses étudiants. Tout d'abord, Pepita effectue avec ses étudiants un retour sur les devoirs et les petits travaux qu'ils avaient à faire à la maison en vue de la rencontre. Bon, parfois ce retour-là est très bref, mais il arrive que les questions soient nombreuses. Il faut consacrer à ce segment le temps nécessaire. Elle ne peut pas vraiment le couper parce que des éléments antérieurs qui ne seraient pas clairs risqueraient de provoquer ultérieurement des difficultés parce qu'en langue, tout est interrelié. Ensuite, Pepita peut passer au point principal du jour, ici la présentation du verbe gustar. Alors, elle y va avec des explications, des exemples, des contre-exemples, on répond aux questions des étudiants. Tout y est. Il s'ensuit une première petite pratique, disons plutôt superficielle, parce qu'il s'agit de la première manipulation de l'objet, ici le verbe gustar. Les apprenants à ce moment-là travaillent en diade, en petits groupes. Vérification, question, le temps file, pause café. Au retour de la pause café, on effectue une deuxième petite pratique, mais un petit peu plus costaud de celle-là, afin de prendre de l'assurance. Pepita circule tant qu'elle peut entre les diades et les sous-groupes. Dans l'ensemble, elle remarque que les apprenants utilisent bien le verbe gustar. Toutefois, elle remarque aussi que les vrais débutants trouvent le rythme de la rencontre un petit peu trop soutenu et ils ont de la difficulté à suivre. Petite parenthèse, en classe de langue, notamment en classe de langue de niveau 1, le groupe se compose habituellement de ce qu'on appelle les vrais et les faux débutants. Alors, les faux débutants ont déjà eu des contacts avec la langue à l'étude avant de s'inscrire au cours. Par exemple, ils ont déjà suivi un cours ou ils ont voyagé, ils vont à Cuba tous les hivers, ils sont fiers de pouvoir se commander une bière en espagnol, una cerveza por favor. Les vrais débutants, quant à eux, en sont à leurs premières armes avec l'espagnol et on les reconnaît assez facilement parce que déjà un tout premier « hola » va provoquer chez eux une profonde insécurité. Alors pour ceux-là, pas de bière en espagnol pour le moment. Bon. Donc, le deuxième exercice de Pepita, qui est un petit peu plus costaud, pose des problèmes aux vrais débutants dans la classe et Pepita, à ce moment-là, elle sent bien que l'attention qu'elle consacre aux vrais débutants n'est pas suffisante. Mais le temps presse parce que
Avant la fin de la rencontre, elle souhaite mettre en œuvre une belle activité, une activité de consolidation un petit peu plus complexe sur le verbe gustar, mais elle sait aussi qu'à la fin de la rencontre, elle devra réserver un petit peu de temps pour leur parler du travail qu'ils ont à remettre la semaine prochaine et aussi à propos du travail long qu'ils doivent effectuer pendant le trimestre. Alors finalement, pour pouvoir tout boucler, Pepita a dû se résigner à faire des compromis et à tronquer sa belle activité complexe. Et évidemment, les étudiants n'en ont rien su, mais l'activité a été réalisée dans une version, disons, édulcorée. D'où le sentiment de frustration de Pepita. Elle aurait souhaité disposer de plus de temps, mais malheureusement, elle a été obligée de couper. Et cette situation-là se répète un petit peu trop fréquemment pour elle. Moi, j'ai essayé de l'encourager en lui disant que d'autres professeurs partagent aussi ce sentiment de frustration, mais bon, Pepita ronchonne toujours. En somme, malgré toutes les bonnes intentions, malgré tout l'enthousiasme dont elle peut faire preuve, Pepita se heurte constamment à deux problèmes dans sa pratique enseignante. Faute de temps, elle ne peut mettre en place les activités de haut niveau qu'elle souhaiterait implanter. De la même façon, elle se doit de limiter les interactions individuelles avec ses étudiants et ces interactions-là se font souvent à sens unique. Quelle est la solution? Je l'ai déjà dit, Pepita aime bien son métier et elle essaie de se garder au fait des nouvelles tendances. Elle a déjà vaguement entendu parler d'une approche qui s'appelle la classe inversée. On connaît aussi cette approche sous son nom anglais, le flip ou la flipped classroom. Pepita aime bien ce nom parce que le flip lui fait penser aux pirouettes d'un dauphin. Elle est intriguée et elle décide d'en apprendre plus long sur cette formule pédagogique. Je vais résumer brièvement le contenu des lectures de Pepita. Bon, d'abord le nom. Pourquoi inverser? Il faut d'abord observer l'organisation de la classe dite traditionnelle parce que c'est notre point de référence. En salle de classe, en classe traditionnelle, le professeur est situé à l'avant de la salle de classe et il explique le concept à l'étude. Pour ce faire, il aura recours au tableau ou à l'écran lorsque c'est nécessaire. Il s'agit d'un modèle qu'on pourrait qualifier de frontal ou de magistral. Pendant l'exposé du professeur, les étudiants notent les points importants. Par la suite, toujours en classe, on peut consacrer du temps à quelques premières prises de contact avec le concept, et ces prises de contact peuvent prendre la forme d'activités ou d'exercices, somme toute un petit peu superficielles, faute de temps. De toute façon, le gros du travail ne se fera pas en classe, mais bien à la maison sous forme de devoirs, de petits travaux, généralement à rendre en vue de la prochaine rencontre. Ces devoirs visent habituellement à parfaire la maîtrise du concept à l'étude. Ce qui est important, c'est que ces devoirs-là, l'étudiant les réalise de façon individuelle. La plupart du temps. Enfin, lors de la rencontre suivante, on effectue un retour sur ces exercices, on répond à d'éventuelles questions. C'est l'organisation, comme on vient de le voir, que Pepita utilise habituellement. On a vu l'exemple avec son cours sur le verbe gustar. Alors, dans la classe inversée, qu'est-ce qui est inversé exactement? Ce qui est inversé, ce sont essentiellement deux éléments. D'une part, l'exposé magistral du professeur et d'autre part, les devoirs à faire à la maison. Alors, comment ça se passe exactement? Concrètement, en classe inversée, avant la rencontre en classe, l'étudiant prend connaissance du nouveau concept. Le plus souvent, il s'agit d'une capsule vidéo que le professeur aura préalablement mise à la disposition du groupe sur une plateforme quelconque, mais il peut aussi s'agir d'une capsule audio ou même d'une simple lecture. Une fois en classe, l'étudiant se présente en ayant déjà eu un premier contact avec le nouvel élément parce que lors de son visionnement ou de son écoute, il a pris des notes exactement comme il l'aurait fait s'il avait été en classe. Peut-être même aussi que la petite capsule vidéo contenait des questions auxquelles il devait répondre ou des problèmes à résoudre. Il apporte
tout ça en classe et une fois là, il doit collaborer avec ses pairs pour échanger, pour mettre en commun, réviser selon le cas. Évidemment, il est impératif qu'il ait préalablement visionné la vidéo car il sait bien que le professeur ne donnera pas à nouveau l'explication qu'elle contenait. Bien sûr, le professeur répondra aux questions, mais il ne donnera pas à nouveau l'exposé magistral. Par la suite, l'essentiel du temps de classe sera consacré à des activités. Bon, celles-ci seront d'un niveau cognitif plus élevé, puisque les premières prises de contact, qu'on appelle le babebi-bobu, tout ça aura déjà été fait à la maison. Alors désormais, en classe inversée, l'enseignant n'a plus à faire un choix déchirant entre deux nécessités. D'une part, celle de transmettre les explications théoriques et d'autre part, celle de permettre la mise en place de pratiques, d'échanges qui offrent un défi intéressant à ses étudiants. En fait, le professeur dispose d'une plus grande latitude afin de mieux gérer son temps de classe. Mais là, se dit Pepita, mais que fait maintenant le professeur? Parce que, en conséquence de ce changement-là, le rôle du professeur doit être modifié. En salle de classe, le professeur n'est plus d'abord et avant tout un communicateur d'information. Il devient davantage un guide qui va mener l'équipe, voire un entraîneur qui est en mesure de faire pratiquer ses apprenants et de leur consacrer une attention plus individualisée, parce qu'il aura maintenant davantage de temps pour ce faire. En effet, dans la classe inversée, le professeur est présent pour aider l'apprenant au moment même où celui-ci éprouve des difficultés. Dans la formule traditionnelle, l'étudiant doit faire ses devoirs seul à la maison et à ce moment-là, il ne sera pas en mesure de recevoir l'aide de son professeur ni de ses pairs. En somme, la classe inversée permet d'optimiser l'utilisation qui est faite des deux contextes. À la maison, on privilégie les tâches individuelles, puisque l'étudiant travaille seul à ce moment-là, il lui est plus facile de se concentrer, plus facile de prendre des notes, d'intégrer de la nouvelle matière, d'autant plus qu'il peut choisir le meilleur moment de la journée pour ce faire. Il a aussi plein contrôle sur le rythme. Lire, bouton pause, retour en arrière illimité. En revanche, en salle de classe, on exploite le fait que les apprenants sont réunis. Et là, on va privilégier les tâches plus complexes qui requièrent des échanges et de la collaboration, aussi bien entre les apprenants qu'avec l'enseignant. Donc, que ce soit à la maison ou en classe, on optimise l'utilisation du temps. C'est le carpe diem. De la même façon, il n'y a pas seulement que le rôle du professeur qui va changer, mais l'aménagement physique de la classe doit à son tour être modifié de façon à faciliter les échanges. On l'a vu, dans la classe traditionnelle, le protagonisme du professeur était reflété dans l'aménagement de la salle de classe. Le bureau qu'il occupait se devait d'être situé à l'avant de la salle, les pupitres des étudiants disposés en rangée devant lui, enseignement frontal. Bon. Pepita avait déjà commencé, comme bien d'autres enseignants, à modifier cette disposition en plaçant les tables en plusieurs petits cercles de façon à former des îlots. Maintenant, elle le lit dans ses lectures, elle voit aussi se dessiner une tendance nouvelle qui est directement issue de la classe inversée. Il s'agit de salles de classe qui favorisent ce qu'on appelle la pédagogie active. My first thought was, wow, this is really cool. This isn't like any classroom I've ever had before. When the students first walk into this classroom,
it sends the message right away that this is not business as usual. You walk in and there are these beautiful round tables, and you instantly become part of a team, and you start to be responsible to one another in that team to bring what you've learned and to teach one another. Start with two. There are connections at each table that allow you to have 3 computers at the large table. These computers are connected to a monitor that the table owns, and with just a tap of the button, one of the 3 different computers can be displayed on that. This is my first class of the semester, and I was just blown away at this is what a college classroom could look like. The technology really enhanced it, I think, for me, because you could see what they're talking about up on the big screen. If you found something, you could show it to everyone else in the class. If I see something interesting on one of these screens, I can send it to everybody's screen. And so we're able to do peer evaluation of one another's work right on the fly. There was 8 of us at a table, and you were with them every day, and so by the end of the semester, you know, you were really close with those 8 people, and it was great for interacting with them. I think the coursework we covered in this class was probably a little more challenging than in most classes, but the classroom definitely facilitated a much easier way to get everything done. We call this a concept laboratory instead of a lecture, and I look at it as a place where students bring what they know, what they already know, what they've learned from the textbook, and they learn how to use that to build new ideas, build new connections, build applications. Ce type de salle de classe-là est directement tributaire de l'approche par classe inversée, mais il n'est pas nécessaire de disposer d'une telle salle dès le début, déjà avec des pupitres en cercle de façon à former des îlots, avec l'utilisation des ordinateurs portables, des téléphones intelligents, ça fonctionne déjà très très bien, mais ça montre jusqu'où on peut aller avec cette approche-là. Il s'agit donc de passer d'une classe dite magistrale à une classe de type laboratoire au sens large du terme, là, pas seulement scientifique. Les étudiants sont ceux, dans une classe laboratoire, les étudiants sont ceux qui apportent en classe ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont visionné préalablement. Alors, on utilise le temps de classe pour la mise en place d'activités qui vont présenter un certain défi. Rendu à ce stade-là de ses lectures, la Pepita s'interroge. Inverser ou ne pas inverser? Telle est la question. En fait, Pepita hésite parce que, oui, la formule semble intéressante, mais aussi elle semble quelque peu demandante sur le plan technique, mais ce n'est pas nécessairement le cas, nous y reviendrons. Elle se demande si ça en vaut la peine. Alors, afin de sous-peser le pour et le contre, elle lit avec attention les témoignages d'enseignants qui ont essayé la classe inversée. Principalement, il s'agit d'enseignants du niveau secondaire et collégial. Et d'emblée, après un premier essai, aucun d'entre eux ne souhaiterait revenir en arrière. Ces enseignants ont noté, d'une part, de meilleures performances de la part des étudiants, aussi une participation accrue, collaboration aidant, et une meilleure attitude face aux cours en général. Pour leur part, les étudiants ont dit aimer avoir la possibilité d'écouter le contenu magistral à un moment de la journée qui était opportun pour eux. Ils aimaient aussi le fait d'être en contrôle sur le rythme de la présentation, sans craindre d'importuner le reste de la classe en demandant au professeur d'aller plus lentement ou de répéter. Et enfin, les capsules vidéo pour les étudiants s'avéraient particulièrement utiles afin de réviser en vue d'une évaluation. Les enseignants, pour revenir à eux, étaient aussi plus satisfaits de leurs cours, principalement en raison de la plus grande attention qu'ils pouvaient consacrer à leurs étudiants en salle de classe et conséquemment aussi des interactions qui étaient plus nombreuses entre apprenants et aussi entre apprenants et enseignants. En somme, c'est toute la dynamique de la classe qui était modifiée. Alors, Pepita constate que ce modèle d'enseignement-là permet d'optimiser la rencontre en présentiel, d'utiliser de la meilleure façon possible le temps qui nous est donné de partager avec nos étudiants en salle de classe, c'est le carpe diem. De plus, se dit-elle, ce modèle d'enseignement n'est plus centré sur le professeur, mais bien sur l'apprenant, qui doit devenir plus autonome dans le cadre d'une classe laboratoire. Mais là, Pepita se dit, est-ce que tout est vraiment aussi idyllique que ça? Il doit bien y avoir des contraintes, des limites. Par exemple, quoi faire si certains étudiants se présentent en classe sans avoir visionné la vidéo?
Eh bien, rien du tout. Rien du tout. Tout simplement parce que ces étudiants-là devront prendre part en classe aux activités en équipe. Et à ce moment-là, ce sera à leur père de leur expliquer les notions qui leur manquent. Alors, ceux-là vont se lasser rapidement de ce rôle-là. Puis les retardataires, eux, n'apprécieront pas d'être perçus comme un boulet par les autres membres de l'équipe. Et ils n'aimeront pas non plus devoir pédaler pour garder le rythme durant tout le reste de la rencontre. Alors, le problème se résorbe de lui-même. Attention, pour peu que le professeur sache résister au sentiment de culpabilité qui risque de l'envahir. C'est-à-dire qu'en expliquant à nouveau le contenu de la vidéo en classe, le professeur envoie le message que le visionnement n'est pas important, puis que ceux qui l'ont visionné ont perdu leur temps. Ce serait contre-productif. Donc, si le professeur ne donne pas à nouveau l'exposé magistral en classe, tout le sens de la classe inversée, en fait, devient clair et il n'y a plus par la suite là, de retardataires comme ça et ça roule en fait très très bien. D'autre part, comment garantir que les étudiants auront accès à la vidéo? En fait, il y a différentes options. On peut la rendre accessible sur un site de cours, comme par exemple Moodle. L'utilisation de Moodle, évidemment, n'est aucunement obligatoire, ni Moodle, ni aucune plateforme, en fait. Mais c'est que Moodle, dans ses versions les plus récentes, permet de classer les capsules vidéo un petit peu à la manière d'un livre électronique. Si on prend juste 30 secondes, on va donc à l'UQAC, on va voir mon Moodle. Alors, le livre électronique ici à droite, voyez-vous, vous avez la division en chapitres et aussi en sous-chapitres qui peuvent donc chacun présenter, par exemple, une vidéo. Ce qui est chouette là-dedans, c'est que ces chapitres-là vont par la suite se renuméroter si on en ajoute d'autres, si on en supprime. Moodle, en fait, est une utilisation quand même facile. Et puis, en fait, à l'UQAC, vous avez la chance d'avoir Moodle. Vous avez aussi une équipe qui est composée de gens très sympathiques et ultra compétents qui peuvent vous aider à l'utiliser. Alors, pourquoi pas en profiter? Si vous préférez utiliser site de cours de la même façon, vous pouvez tout à fait mettre les vidéos à disposition des étudiants sur site de cours. C'est plus rudimentaire, vous n'aurez à ce moment-là qu'une liste de liens. Vous pouvez aussi rendre la vidéo accessible sur un site nuagique comme Dropbox ou encore la rendre disponible sur votre canal YouTube si vous en avez un. Si des étudiants n'ont pas accès à un ordinateur, en fait, moi, je ne l'ai encore jamais vu, là, mais on pourrait envisager de graver la vidéo sur un support DVD ou bien envoyer le contenu, pas un lien, mais bien le contenu par courriel à un étudiant. Mais en réalité, même si l'étudiant n'a pas accès à un ordinateur à la maison, il lui est facile d'utiliser ceux de la bibliothèque ou même son téléphone intelligent là, pour accéder à Moodle et à la vidéo. Alors, Pepita se dit, en somme, les avantages l'emportent nettement sur les possibles inconvénients. Mais une petite réticence demeure encore parce que Pepita se dit, puisque le modèle est centré maintenant sur l'apprenant, mais moi, je ne serai plus la vedette. Puis ça, elle se dit ça avec un certain regret parce que Pepita a toujours su cultiver un petit côté théâtral. Elle y réfléchit, puis elle se dit, qu'à cela ne tienne, si en acceptant de me retirer juste un peu de l'avant-scène, je permets à mes étudiants de pratiquer, de collaborer, d'interagir davantage entre eux et avec moi, au bout du compte, ça ne peut que faciliter leur apprentissage. Puis elle se dit, comme professeur, est-ce que ça n'est pas là mon principal objectif de faciliter l'apprentissage de mes étudiants? Après tout, se dit-elle, je ne suis pas Meryl Streep. Je viens pas donner un spectacle ici, moi. Je viens pas me porter candidate aux Oscars. Je suis un professeur et comme professeur, mon rôle consiste à faciliter l'apprentissage. Alors, elle se dit, j'achète et si je veux m'y mettre à la classe inversée, comment on fait? Par où on commence? Un point important, c'est de se centrer sur l'essentiel. C'est-à-dire que chaque capsule vidéo ne doit porter
que sur un et un seul item, un seul concept. Si ce qu'on souhaite expliquer est trop complexe, il est préférable de segmenter en petites capsules plutôt que de surcharger une seule et même capsule. Parce que le fil conducteur de chaque capsule doit être très clair pour la personne qui visionnera cette vidéo-là. En termes de durée, on va parler d'environ 5 minutes, ça peut être 8 minutes, disons un maximum de 10. En tout cas, ça ne doit pas être un long métrage. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on peut varier la formule pour que la seule prise de notes ne soit pas la seule activité de l'apprenant, c'est-à-dire on va chercher à l'impliquer en imbriquant dans la vidéo des questions quiz, des petites pratiques, des problèmes à résoudre et de cette façon-là, bon, l'apprenant se sent impliqué, mais aussi, en plus de ses notes, il aura quelque chose à rapporter en classe à la prochaine rencontre. Côté quincaillerie, des outils de screencasting. Bon, très facile d'en trouver sur le web. Dans le document qui accompagne la présentation, j'ai fait d'autres suggestions aussi. Ici, je passe en revue 3-4 outils qui sont quand même très connus, très utilisés. Jing, il s'agit d'une application gratuite pour PC ou pour Mac. Elle est très très simple. Elle permet de réaliser des vidéos d'une durée maximale de 5 minutes. Les vidéos peuvent être hébergées chez Jing, chez TechSmith, ou bien téléchargées dans votre ordi. Ça demande donc le téléchargement de l'application. Même chose pour Snagit, qui coûte une cinquantaine de dollars pour PC, pour Mac, qui offre plus d'options et qui permet aussi de réaliser des vidéos plus longues. Le cas de Screencast-O-Matic est différent parce qu'il ne s'agit pas d'une application, mais bien d'un site web qui est gratuit, qui est simple aussi d'utilisation. Si on le souhaite, on peut acheter la version Pro, mais Screencast ne demande pas donc de téléchargement. On va sur le site web et le coffre à outils se trouve là. ScreenFlow, oui, gros coffre à outils, une gâterie pour Mac exclusivement, coûte une centaine de dollars. Beaucoup plus complet, plusieurs options. Ce qui est important de retenir, en fait, c'est pas tant cette quincaillerie-là, ce n'est pas tant les vidéos et l'aspect techno. Ce qui est très important de retenir, c'est ceci, c'est que 5 égale 30. Pourquoi? Parce que, je reviens à Pepita avec le verbe gustar, disons que l'explication, la capsule vidéo du verbe gustar avec les exemples et les premières manipulations, disons qu'elle dure 5 minutes. Si Pepita avait fait ça en classe, elle y aurait consacré une trentaine de minutes. L'explication, les exemples, les questions, première manipulation. C'est 30 minutes. Donc, avec une vidéo de 5-7 minutes, elle vient de libérer une trentaine de minutes, ça peut être plus, ça peut être moins, on adapte, c'est selon les contextes, mais ce qu'il faut penser, c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec ces 30 minutes de temps de classe? Pas question de faire des activités de première prise de contact, on a maintenant le temps de faire quelque chose qui présentera un défi plus intéressant aux étudiants. Alors, le point central de la classe inversée, ce n'est pas tant la fabrication, disons, des vidéos, mais bien la préparation du temps de classe. C'est-à-dire que la classe inversée, non, ça n'est pas un complot qui vise à remplacer les professeurs par des vidéos. Au contraire, c'est-à-dire, oui, on fait ces vidéos-là, mais le rôle du professeur en présentiel, en salle de classe, il devient encore plus important que dans la formule traditionnelle parce que le rôle de communicateur de matière, oui, il est un petit peu diminué, mais il s'ouvre sur celui de facilitateur d'apprentissage. Alors, c'est là qu'elle entre en jeu l'optimisation de la rencontre en classe par le biais d'un apprentissage qui est actif, par le biais d'une attention qui est plus personnalisée,
et aussi, ça se traduit par une meilleure implication, une meilleure participation des apprenants. Alors, en somme, avec la classe inversée, on change complètement de focus. La rencontre, elle est désormais centrée sur l'apprenant lui-même. Et sur ce, nous voici maintenant parvenus au terme de notre quête afin de parvenir à maîtriser le temps. Et nous voyons que si le professeur, en devenant maître de son temps de classe, peut profiter davantage des instants qu'il partage avec ses étudiants, il doit néanmoins, pour se faire accepter, de changer de rôle. Comme le résume très bien Marcel Lebrun, « J'enseigne moins et eux, ils apprennent mieux. » Quelques mots de remerciement en terminant. J'aimerais remercier l'UQTR qui, cette année, pour une partie de ce projet-là, m'a octroyé un fonds de développement pédagogique. J'aimerais aussi remercier l'UQAC, notamment le directeur des services des technologies, M. Robert Barrette, qui a gentiment mis à ma disposition et à celle de mes étudiants de l'UQTR le Moodle de l'UQAC. Pour le CPU, j'aimerais remercier Ève-Marie Lavoie qui a eu la gentillesse de me contacter. Et pour C'est utile, bien, j'aimerais remercier Patrick Giroux à l'UQAC et aussi Vincent Laberge qui est présent, en fait, qui a été présent là, au tout début, alors que ce projet-là, classe inversée, Moodle, était encore à l'état embryonnaire. Nous pouvons, si vous le souhaitez, poursuivre la conversation sur Twitter. Et Pepita me demande de vous remercier bien chaleureusement. Muchas gracias. Hasta pronto.